référente sur les recrutements dans le numérique sur le bassin rennais. Jonathan ou Aymeric? Aymeric? Bonjour à toutes et à tous, donc Aymeric Blancognier, moi je suis développeur de l'alternance au sein de l'Opco Atlas, qui est un financeur de la formation et des formations en alternance en particulier. Et donc l'objectif c'est de faire la promotion de l'alternance aussi auprès des entreprises et de vous, les potentiels candidats. Et nous avons aussi Jonathan avec nous. Oui, alors pour ma part, aujourd'hui, je vais représenter trois structures particulières qui interviennent aussi sur d'autres événements au sein du Printemps du numérique, donc à savoir Wijin, qui est une ESN, donc on va faire du développement web, mobile. Wijin Academy, qui est un organisme de formation, donc formation continue, et puis également sur des formats un peu plus longs, comme des PEC, par exemple. Et puis une troisième structure, Incubatech, qui est donc un incubateur de start-up. Donc on est en lien aussi avec d'autres structures qui sont plus en phase d'amorce et qui vont avoir des enjeux de croissance, notamment sur leurs équipes. Merci Jonathan. Alors nous devions aussi accueillir Grégory Leroux de Numéum, mais celui-ci a dû avoir un empêchement. Donc écoute Aurélie, je te propose de commencer. Oui. Donc en fait, l'objectif de ce webinaire, c'est vraiment de faire un état des lieux à l'instant T des emplois dans le numérique, notamment sur le bassin rennais. Donc là, quand je dis à l'instant T, c'est qu'à tout moment, ça peut évoluer. Ce qu'on vous donne comme information peut évoluer de différentes façons. On est au mois de mai, donc il reste encore quelques mois avant la fin de l'année. Donc voilà, c'est vraiment un instant T parce que les choses peuvent bouger très très vite et donc vraiment l'objectif c'est de vous donner une photographie à maintenant et parce que en fait ce webinaire est vraiment à destination de tout public, c'est-à-dire qu'on peut avoir des salariés comme des demandeurs d'emploi, mais aussi des conseillers qui accompagnent au quotidien des demandeurs d'emploi dans leurs projets, voire même des salariés dans leurs projets de reconversion. Voilà, c'est pour ça qu'on va rester assez large sur les informations pour que ça puisse vraiment répondre à un large public. L'objectif, ça va être vraiment de vous donner les informations qu'il faut pour bien préparer soit votre projet dans le numérique ou soit bien préparer votre recherche d'emploi dans le domaine. Donc voilà, donc comme le dit Karine dans le chat, n'hésitez pas à poser vos questions via le chat et puis on y répondra après. Donc pour commencer, on va juste parler vocabulaire. Donc, parce que vous allez voir que dans la présentation, on va parler d'entreprises numériques prestataires et d'entreprises non numériques utilisatrices. Donc, qu'est-ce que c'est ? Donc, les entreprises numériques prestataires, ce sont des entreprises qui sont, on va dire, 100% numériques. Donc, ils ne font que ça, c'est leur activité principale. Et la plupart du temps, elles vont fonctionner en projet et donc vont avoir des entreprises clientes. Donc, on appelle ces entreprises-là, les entreprises du service numérique, donc ESN c'est ce mot-là qu'on entend le plus souvent. Et donc, exemple de type d'ESN, on va voir par exemple Wijin, par exemple, Capgemini, Soprasteria, de ce type d'entreprise. Et puis, de l'autre côté, on a les entreprises qui sont non numériques, donc qui sont utilisatrices, c'est-à-dire que ce sont des entreprises qui n'ont pas comme activité principale le numérique, mais qui ont développé dans leur service une activité digitale pour pouvoir aussi répondre à l'évolution du numérique. Et donc là, dans la définition, et par rapport à ce qu'on va donner tout à l'heure comme information, ce sont des organisations d'au moins 10 salariés, dont au moins une personne est en charge du numérique. Donc, ça peut être des entreprises qui
ont un service marketing digital ou encore un service de développement enfin voilà. Donc c'est vraiment à partir du moment où ils ont déjà mis un pied dans le numérique de ce côté-là. Donc ça va être très important ces deux définitions parce que vous allez voir que on va l'aborder plus tard et ça va avoir aussi un intérêt dans votre recherche d'emploi aussi par rapport à ce type d'entreprise. Les gars, si vous avez des choses à rajouter, n'hésitez pas à m'interrompre. Donc, ce qu'on peut voir, donc là, c'est une enquête qui a été faite par ADN West, qui est faite tous les ans auprès des entreprises du numérique, donc qu'elles soient utilisatrices ou prestataires. Et donc on n'a pas encore eu le résultat, enfin la nouvelle enquête là qui doit se faire cette année, mais voilà, déjà ça donne une petite indication. Donc les embauches en 2022, on se rend compte vraiment que les entreprises utilisatrices ont plus recruté que les entreprises prestataires. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que souvent, les personnes que je rencontre, notamment sur des entretiens conseils et tout, me disent que j'ai postulé dans des entreprises, dans des ESN, je crois que je les ai toutes faites, mais je n'ai pas de réponse. Et en fait, quand on creuse un peu et que je leur dis, est-ce que vous avez été vers des entreprises utilisatrices, qui n'ont pas forcément un service 100% numérique, mais qui, en tout cas, l'utilisent, les personnes me disent que non. Donc, ça montre vraiment que ce type d'entreprise recrute autant, voire même plus, que des entreprises 100% numériques. Et on s'est rendu compte qu'en 2021 et 2022, les intentions d'embauche étaient en hausse et les intentions d'embauche en 2023, donc indiquées en 2022, étaient plutôt en baisse. Donc, ça va revenir un peu à ce que je vais vous présenter après. Et on va vous expliquer aussi pourquoi on est dans cette situation et pourquoi aujourd'hui on a une baisse des embauches par rapport à d'autres années. Donc, on s'est plutôt concentré sur les quatre métiers que vous voyez à l'écran. Donc I1401, M1801, M1805 et M1810. Donc vous avez pour chaque métier, pour chaque code ROM, quel métier ça correspond. Parce qu'en fait, ce sont les plus représentés sur les besoins sur le bassin rennais, mais aussi sur les profils que nous accompagnons au quotidien. Donc on n'oublie pas évidemment qu'il y a aussi des métiers qui sont plutôt orientés sur le digital, mais ce n'est pas forcément la grosse partie aujourd'hui des postes qui sont enregistrés aussi de notre côté. Donc, c'est pour ça qu'on s'est vraiment concentré sur ces 4 métiers. Donc, comme l'objectif c'était vraiment merci Karine d'avoir précisé pour le ROM ce que c'était. Donc, l'objectif, c'était aussi de vous montrer ce qui s'est passé en 2021, en 2022 et en 2023. Donc, comme on peut voir sur 3 des 4 métiers des codes ROM, il y a eu une augmentation quand même plus significative en 2022 et une diminution donc, des postes enregistrés en 2023, sauf pour le M1801 où on est sur l'administration de serveurs et systèmes informatiques où là, on est toujours en augmentation. Donc pourquoi cette diminution de 2022 par rapport à de 2023 par rapport à 2022, par exemple notamment sur le développement informatique, parce que c'est le contre-coup du Covid. Donc en fait, pour rappel, je pense que tout le monde s'en souvient, mais en 2020, on a eu donc le Covid qui est arrivé parmi nous. Donc en 2020 et 2021, il y a eu vraiment une suspension des différents projets. Les entreprises n'osaient pas forcément embaucher aussi, ne sachant pas ce que ça allait donner. Et c'est vrai qu'en 2022, tout s'est un peu débloqué
Il y a eu aussi le turnover, donc beaucoup d'entreprises ont perdu des salariés durant ce Covid-là, donc il a fallu aussi les remplacer. Donc il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées en 2022, donc beaucoup d'embauches aussi parce que voilà, des projets qui sont tombés, des salariés qu'il fallait remplacer. Donc, il y a eu beaucoup d'embauches. Donc, forcément, en 2022, il y a un boom et en 2023, c'est plus calme. Donc, aujourd'hui, en 2023, on revient un peu à ce qu'on avait les autres années. On est un peu plus sur quelque chose qui est un peu plus similaire aux années précédentes. Et c'est aussi ce qui s'est passé dans d'autres secteurs d'activité. Donc, ce n'est pas lié qu'au numérique, même si c'est assez flagrant sur le numérique, mais voilà, c'est lié aussi à d'autres secteurs. C'est vraiment la conjoncture qui a fait qu'on arrive à ce type de chiffres aujourd'hui. Et donc, c'est vrai qu'il y a certaines personnes, en 2022, voire 2021, 2022, lorsqu'elles ont commencé à se dire, moi, je veux aller dans le numérique parce que ça recrute, le temps qu'elles se forment, elles arrivent en 2023, elles sont arrivées en 2023, voire 2024 sur le marché du travail et forcément avec une baisse des embauches, donc peut-être un peu plus de difficultés à retrouver un emploi qu'en 2022, quoi, au moment où elles ont peut-être creusé un peu et préparé leur projet professionnel. Voilà. En tout cas, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est un secteur qui est toujours dynamique et il le sera toujours. Je pense que Jonathan peut le confirmer. Voilà, c'est vraiment, en fait, les chiffres de 2022 ne reflètent pas ce qui se passe au quotidien, vraiment. Donc, peut-être, Jonathan, si tu as quelque chose à rajouter. Oui. Donc par rapport à ce qu'on peut voir en termes ce qu'on peut voir ressentir aussi de ce marché du travail, c'est que il y a eu une grosse augmentation. C'est ce que montrent les chiffres en 2022, je pense un petit peu 2021 aussi. Et à partir de 2023, on revient plus à une tendance normale par rapport à ce qu'on voyait sur les années précédentes. Là où il faut faire attention, c'est de ne pas prendre ces 2 années, surtout 2022 comme étant l'année de référence, ou une année normale. On est bien sur une année exceptionnelle et donc il était beaucoup plus facile à cette époque-là de trouver des opportunités, d'emploi, en tout cas de CDI, CDD ou d'alternance sur cette période-là. Aujourd'hui, il y a toujours de la demande, il y a toujours c'est un domaine, Aurélie disait tout de suite, c'est un domaine qui reste en croissance. Par contre, c'est une demande qui va être beaucoup plus, classique, normale, qui se rapproche de ce qu'on voyait, précédemment. Il y a une chose qui va être importante, c'est que, vu qu'on est plus sur, du nombre, en termes de recherche, de recherche de personnes, les attentes vont plus être les mêmes, du côté des entreprises. Et ça, il va falloir aussi, bien le comprendre, quand on rentre dans cette démarche de recherche d'emploi. Il ne s'agit plus juste de postuler, pour obtenir un poste. Il va falloir montrer un certain nombre de choses. Mais je crois que ça, on y revient un petit peu plus tard dans la présentation. Donc, voilà pour, oui. Voilà pour moi, globalement, sur cette partie-là. Aymeric, tu as des choses à rajouter ou pas? Je vous rejoins complètement. Effectivement, on a une vision sur ça aussi où le marché de 2022 a effectivement explosé et c'était vraiment l'après-Covid. Et par contre, on voit bien qu'on reste sur un marché qui est dynamique. Et nous, ce qui nous le montre aussi, c'est qu'on a de plus en plus d'entreprises adhérentes. Donc, Lopco Atlas et Lopco du numérique, tout simplement. Donc, ça veut dire qu'il y a toujours des entreprises qui continuent à se créer, à se mettre en place. Donc ça, il faut continuer. Et justement, alors on en reparle aussi après, mais voilà, de diversifier les approches, comme tu pouvais le dire, Aurélie, et de se dire, pas forcément aller que vers des grands groupes, et de se dire, il y a plein d'entreprises qui existent dans le numérique. Donc, je peux regarder ce qui se fait à droite à gauche et pas forcément que les gros noms que je connais.
ne pas hésiter à se diriger vers ces entreprises-là. Voilà pour moi. Merci. Donc là, c'est vraiment pour revenir sur ce qu'on disait par rapport aux entreprises utilisatrices. Donc là, c'est une répartition des coûts en matière de ressources humaines numériques dans les entreprises utilisatrices. Donc suite à l'enquête d'ADN Ouest sur les besoins des entreprises, on se rend compte qu'aujourd'hui les entreprises utilisatrices, qui sont non numériques, internalisent de plus en plus leur métier, ces métiers-là, et donc sont à 47% de ressources internes et 40% externalisent dans les entreprises, comme on dit, les ESN. Donc, c'est pour revenir sur le sujet de tout à l'heure, en disant qu'il ne faut pas négliger ce type d'entreprises qui vont certes avoir moins de postes à pourvoir, parce que les ESN, c'est vrai que des fois, elles vont avoir des postes en nombre à pourvoir. Donc, ça sera peut-être moins important que sur des ESN, mais par contre, ces entreprises ont bien des besoins, donc il ne faut vraiment pas les négliger. Ce que j'ai oublié tout à l'heure de faire, c'est quand je vous ai parlé des entreprises utilisatrices, je ne vous ai pas forcément dit donner des exemples de quel type d'entreprise ça peut être. Donc ça peut être vraiment des entreprises de tout type. Ça peut être par exemple, je sais pas, des grands groupes qui vont par exemple, je prends un exemple, Leroy Merlin ou Yves Rocher. Voilà, c'est des grands groupes aujourd'hui qui vont avoir leur service numérique parce qu'ils ont besoin d'avoir un site internet qui fonctionne, d'avoir le côté de la partie digitale pour pouvoir être référencé et tout. Donc, ils ont pour certains des services qui sont vraiment dédiés qu'à ça. Et donc, en fait, ils ne vont pas forcément l'externaliser comme avant. Maintenant, ils internalisent aussi pour avoir les ressources directement et parce qu'il y a aussi assez de choses à faire et assez de travail pour y mettre des personnes à temps plein en interne de l'entreprise. Ça, je suis assez d'accord avec ça, hein. Il y a de grosses... quand on dit entreprise de service, j'ai oublié utilisatrice, voilà. On a vraiment des plus petites entreprises qui ont leurs petits services, mais aussi des grosses entreprises qui sont vraiment stables avec, mais qui ont un domaine d'activité qui n'est pas, de base en tout cas, qui n'est pas axé numérique. Mais voilà, le monde du travail, on va dire, le monde de manière générale évolue beaucoup en intégrant cette partie numérique au sein des activités. Et c'est quelque chose qui se démocratise de plus en plus. Donc c'est pour ça que c'est un domaine qui reste le numérique, hein, c'est un domaine qui reste moteur et dans lequel on attend à ce qu'il y ait toujours une évolution positive en termes de recrutement. Donc oui, tu as donné des exemples, hein, d'entreprises qui recrutent. Et parfois, ce sont des entreprises qu'on connaît, parce qu'on a déjà entendu ce nom, mais on n'irait pas chercher par là, parce que historiquement, ce sont des industriels, parce que ce sont des entreprises du service, sport par exemple, ou bricolage, mais qu'on ne s'attend pas forcément à ce qu'il y ait un service informatique derrière. Alors qu'en fait, de plus en plus, il y a un service informatique parce que de plus en plus, l'informatique est un domaine stratégique pour les entreprises. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'aujourd'hui, le numérique, il se retrouve dans tous les secteurs d'activité. Donc, on peut aussi arriver dans le bâtiment, comme dans l'industrie, la santé. Il y a de plus en plus aussi d'entreprises qui digitalisent aussi les hôpitaux. Vraiment, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, vous souhaitez travailler dans le numérique, mais vous pouvez être dans n'importe quel secteur d'activité parce qu'en fait, il est partout numérique. C'est juste qu'après, il faut savoir cibler et ne pas oublier les entreprises qui ne sont pas forcément 100% numériques. Oui. Je te rejoins complètement, Aurélie et Jonathan également. Ce qu'il faut bien comprendre, et c'est pour ça que j'apporte ce petit détail, mais c'est qu'on a les entreprises du numérique et les métiers du numérique. C'est vraiment une petite subtilité.
c'est que les entreprises du numérique, effectivement, c'est toutes ces entreprises qu'on identifie en disant, bah voilà, il y a un service numérique derrière. Mais comme tu l'as très bien dit, Aurélie, le numérique est présent aujourd'hui dans toutes les entreprises parce que, soit par choix, soit par obligation, elles ont été à un moment donné obligées d'y venir. Donc après, ça peut aussi vous offrir des opportunités en fonction de la typologie de poste que vous pouvez chercher. Là où des grosses entreprises auront des services un peu plus dédiés sur une tâche, plus spécifiquement, des fois dans des entreprises qui ne sont pas du numérique, on peut aussi avoir des postes plus polyvalents parce que justement, il n'y a pas des gros services. Par contre, il faut savoir toucher à tout. Donc c'est aussi quelque chose qui peut faire partie de vos critères. Merci. Donc là, c'est juste pour aussi montrer que c'est plutôt positif parce qu'on reste quand même sur une typologie de contrat qui est du CDI à 66% par rapport donc aux déclarations qui sont faites par les entreprises. Donc c'est vraiment le CDI est toujours privilégié, donc c'est vraiment quand même rassurant en se disant que si c'est du CDI, c'est que ça reste quand même des postes stables et donc il y a une dynamique quand même qui est installée et qui reste. Donc de ce côté-là, il n'y a pas vraiment d'évolution par rapport au type de contrat en tout cas. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que alors là, la source, donc c'est Data Emploi. Donc, au niveau des entreprises qui enregistrent, qui déposent des postes sur notre site, on est à 70% des entreprises qui sont de 0 à 9 salariés. Donc, on en parlait tout à l'heure. Il ne faut pas oublier les petites entreprises aussi. Il ne faut pas forcément viser que des grosses entreprises parce que, en fait, forcément, tout le monde va vers les grosses entreprises. Donc, il faut aussi aller vers les petites entreprises, voire même des fois des entreprises qui commencent à se créer, qui commencent à créer leurs nouvelles équipes. Alors, des fois, forcément, elles vont avoir besoin quand même de personnes avec un bon bagage pour pouvoir créer le service. Mais après, elles sont pas forcément fermées sur des profils qui vont débuter ou en tout cas qui seront, comme on appelle, juniors sur le poste. Donc, il ne faut pas oublier ce type d'entreprise parce que elles sont moins sollicitées et donc ça laisse plus de chances aussi d'être recontactées par ces entreprises. Jonathan Emmerich. Ah, vous avez coupé vos micros. Ouais. Ouais, juste un petit mot effectivement sur les CDI dont tu parlais tout à l'heure. Je pense que ça se rejoint par rapport à ce qu'on se dit depuis tout à l'heure aussi. Hein. C'est qu'il y a toujours ce besoin de faire, de grossir les équipes à une vitesse un peu moins importante que précédemment. Mais en tout cas, toujours ce besoin et toujours le besoin aussi de capitaliser sur les profils. Donc on a du CDI, donc c'est pour du long terme, minima quelques années. On n'est pas sur du CDD où on se projette pas forcément sur les personnes qu'on recrute. Donc ça, c'est quand même plutôt un bon signal. Et pour compléter, moi, plus sur la partie taille d'entreprise, juste une information qui est assez représentative, c'est que l'OPCO Atlas, on est l'OPCO du numérique de manière générale, et la majorité de nos entreprises sont des TPE-PME. Ça montre bien qu'on a, je crois qu'on a 80-85%, c'est des TPE-PME, alors qu'on est l'OPCO du numérique. Donc ça montre bien qu'il y a beaucoup d'entreprises. Effectivement, comme tu le disais Aurélie, on voit moins la volumétrie des offres parce que c'est une offre qui est posée par-ci, par-là. Mais il y a un vrai potentiel et effectivement, il y a plein d'entreprises qui se développent, plein de startups qui se lancent, qui des fois finissent aussi par être achetées par des gros groupes. Enfin voilà, il y a plein d'évolutions possibles derrière, mais il y a des vraies opportunités sur un marché qui est encore dynamique, encore une fois. Voilà pour moi. Merci. Donc là, je vais laisser
la main, Jonathan. Donc là, c'est plus pour échanger sur comment préparer aujourd'hui son projet et sa recherche d'emploi. On trouvait ça important de parler de ça parce que aujourd'hui, lorsqu'on prépare son projet et qu'on recherche un emploi dans le numérique, c'est peut-être un peu plus différent que ce qu'on a pu connaître il y a quelques années. Et donc, on va vous donner des petites, voilà, comme vous pouvez voir, il y a des mots-clés, mais on va rentrer dans les détails. Mais l'objectif, c'est aussi de vous donner des billes pour que vous puissiez aussi soit confirmer votre projet, en tout cas bien le préparer, ou en tout cas bien préparer votre recherche d'emploi si vous êtes déjà formé. Oui, donc pour revenir un petit peu par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, donc 2022, 2021, 2022 pour moi ont été des années qui ont beaucoup embauché et on est revenu sur un niveau un peu plus normal d'embauche 2023 à partir de 2023. Donc ce qui veut dire que les employeurs ont aussi des attentes qui ont évolué par rapport à ces 2 années, notamment 2022, où l'objectif était là plutôt de faire du volume, d'embaucher beaucoup pour répondre aux enjeux qu'Aurélie a présentés en début de présentation. Et ça, c'est important de bien avoir ça en tête. C'est que donc les attentes ne sont plus les mêmes par rapport à ce qu'on pouvait voir en 2022. Et il va falloir, si vous vous projetez dans ces métiers-là, il va falloir que votre profil soit en adéquation aussi avec les attentes des entreprises. Vous allez vous retrouver dans un environnement où il y aura beaucoup plus de concurrence entre candidats. Donc il va falloir réussir à se démarquer. Donc la première chose, à mon avis en tout cas, c'est de bien comprendre que l'informatique, c'est un domaine qui est exigeant sur le long terme. Donc ça demande une formation initiale et ça demande également une formation sur le long cours. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir préparer dès maintenant si vous n'avez même pas commencé une formation dans le domaine. Les entreprises vont chercher des profils qui vont être capables d'intégrer leurs équipes déjà, mais aussi surtout de continuer à se former. Donc vraiment dans la durée. Et donc ça, il va falloir montrer cette capacité-là. Et pour ça, alors ça va être peut-être un petit peu schématique ce que je vais dire, mais il va falloir réussir à montrer sa passion pour le domaine. Et donc quand sa passion pour le domaine, il y a plusieurs métiers dans le numérique. On parle de développeurs, on parle de réseau par exemple. C'est 2 domaines qui sont très différents, on ne va pas toucher les mêmes choses du tout. Et donc quand vous postulez pour un poste de développeur, si vous avez monté votre PC, si vous avez créé, assemblé les pièces de votre PC, ça va pas dire grand-chose sur votre passion de développement. Ça va en dire sur votre passion globale pour l'informatique, mais pour le métier en lui-même, il vaut mieux des références, il vaut mieux montrer son intérêt par des petits projets, des choses que vous avez réalisées en termes de développement. Donc je prends cet exemple-là parce que c'est un exemple que je retrouve souvent dans les personnes qui me contactent pour discuter un petit peu de leur projet de formation. Et très souvent, ce qu'on me dit, c'est que j'ai monté mon PC, je suis passionné depuis longtemps, et là, je veux être développeur. Mais en fait, voilà, cette petite expérience ne me dit rien sur la capacité à être développeur. À monter une machine, oui, mais pas forcément être développeur, ce qui est deux choses différentes. Donc il y a cette notion déjà de cohérence dans le discours, il y a cette notion de passion qu'il faut réussir à transmettre. Et puis la passion, ça peut ça passe par la capacité à montrer ce qu'on fait, donc des petits projets, même si ça n'a pas forcément beaucoup de prétention, mais au moins montrer qu'on s'intéresse, qu'on fait, qu'on travaille, qu'on réalise des choses. Et puis montrer aussi qu'on fait une veille. Et la veille, c'est super important. La veille, c'est se tenir au courant des nouveautés ou en tout cas de tous les éléments qui peuvent m'amener à être plus efficace, plus pertinent dans mes choix. Et c'est aussi être capable donc de rester à l'écoute d'un domaine, l'informatique, qui va bouger quasiment tous les jours. C'est
être capable de montrer ça à travers un CV, à travers un entretien. Mais avant de passer un CV, avant d'envoyer un entretien, il faut aussi essayer de plus en plus, de travailler sur ce que j'appellerais l'image candidat. Donc c'est, montrer qui on est et commencer à se constituer une sorte de réseau. Et donc pour ça, il y a plusieurs plateformes qui existent, mais la plus connue, c'est LinkedIn et pour faire aussi des recrutements sur Widgin, c'est l'un des premiers éléments qu'on va aller vérifier. C'est le profil de la personne sur une plateforme type LinkedIn. Donc, est-ce que la personne a déjà un profil et qu'est-ce qu'elle va raconter sur son profil? Avoir un profil pour avoir un profil, c'est pas forcément hyper intéressant. Il faut que le profil serve à quelque chose. Donc ce profil, LinkedIn en particulier, c'est une porte ouverte pour se créer un réseau, pour communiquer sur sa veille, pour communiquer sur sa passion, sur plein de choses, notamment quand c'est en lien avec son projet professionnel. Et donc quand on retrouve tout ça dans une page LinkedIn, dans les activités, les posts, tout ça, ça donne déjà de la matière, sans que vous n'ayez finalement pas grand-chose à faire, juste alimenter un petit peu ce profil-là. Et dernier point peut-être que je dirais, donc là c'est aussi par rapport au retour qu'on a pu me faire quand je pose la question sur comment est-ce que tu postules, comment est-ce que tu t'y prends pour rechercher les entreprises ou en tout cas répondre à des appels d'offres. On me dit voilà, je suis très actif, j'envoie des mails, des centaines de mails, et c'est peut-être le pire moyen qu'on ait de démarcher une entreprise, enfin de trouver un poste. Des mails, ça peut être déjà très impersonnel. Ça va assez facilement se perdre dans la masse des mails qui sont reçus chaque jour par les chargés de recrutement. Et pour réussir à faire sortir un mail du lot, c'est très compliqué. Et donc pour ça, moi, je vous conseillerais de travailler un petit peu sur votre stratégie que vous voulez adopter. Donc choisir, alors la bonne entreprise, c'est peut-être un petit peu réducteur, mais en tout cas les entreprises qui vous intéressent. Et puis essayer de privilégier des contacts plus directs, le téléphone, voire si possible les rencontres physiques, donc sur des salons ou directement éventuellement en vous déplaçant auprès des recruteurs. Et de cette manière-là, vous arriverez beaucoup plus facilement à vous mettre en avant, en tout cas à déposer votre CV et puis que ce CV ait de la valeur, en tout cas à lui donner de la valeur et à le mettre en lien avec une discussion, le mettre en lien avec des besoins d'une entreprise. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur, en tout cas en introduction de cette slide. Je ne sais pas si Aurélie ou Aymeric, vous avez des choses à rajouter. Je vais rajouter effectivement sur la partie soft skills en particulier. Soft skills, pourquoi c'est super important aujourd'hui? C'est comme tu l'as dit, Jonathan, oui, on est sur un secteur qui va très très vite. Des experts techniques, on peut en avoir plein sur le marché, mais justement, vu que le marché s'est resserré, concrètement, on va dire ça comme ça, il faut savoir se différencier. Se différencier, ça peut passer effectivement par LinkedIn, et c'était très bien expliqué, c'est très clair, mais il faut aussi savoir justement montrer les soft skills et tout simplement ces compétences transversales que vous avez quand vous allez en entretien, quand vous faites tout simplement la démarche d'aller en présentiel avec ne serait-ce qu'une tenue professionnelle, le regard que vous allez apporter, une poignée de main, et puis aussi voilà, tous vos engagements que vous pouvez avoir à côté, que ce soit associatif, ce genre de choses. Tout ça, c'est un global qui peut vous représenter et qui est à mettre en avant. Parce que concrètement, des techniciens, on peut en avoir plusieurs, mais c'est cet aspect-là qui peut faire la différence. Parce que vous êtes motivé, vous avez un réel projet, et ça, les employeurs vont être très réceptifs à cette approche-là, parce que ça permet effectivement de vous faire progresser. Après, la formation peut passer par différents biais, mais dans tous les cas, si vous êtes à l'écoute et motivé, ils seront en tout cas plus ouverts et plus à même de vous écouter aussi de l'autre côté. Ouais. Je te laisse la main si tu voulais. Je fais peut-être une petite parenthèse sur les soft skills, si tu me permets. C'est effectivement un point hyper important, qui était peut-être moins important il y a 1 ou 2 ans, mais là qui redeviennent beaucoup plus importants aujourd'hui. Parce qu'on va capitaliser justement sur ce besoin
de recruter quelqu'un sur le long terme. Et donc, ce quelqu'un doit pouvoir s'inscrire dans une entreprise, doit pouvoir s'inscrire dans des équipes et pas devenir un poids ou un problème potentiel à gérer. Ça, pour le coup, j'ai une ou deux personnes que j'ai pu rencontrer sur différents, enfin ouais, peut-être même plus d'ailleurs, différents contextes, qui étaient très, très compétentes. De l'expérience, vraiment des compétences techniques poussées, donc capables quasiment de faire un projet de bout en bout, elle toute seule. Donc sur le papier, voilà, une pépite. Et puis quand on les rencontre, ce sont des personnes qui sont incapables de communiquer, incapables de s'intégrer dans une équipe, qui vont avoir un esprit potentiellement très critique par rapport à l'environnement dans lequel ils vont se trouver. Donc on le sait assez rapidement, qui vont poser des problèmes à plus ou moins long terme. Et ça, c'est des choses qu'on veut absolument éviter aujourd'hui en entreprise. On veut des personnes qui sont capables de s'intégrer dans une équipe, de produire quelque chose, de la valeur, mais en s'appuyant sur les compétences partagées d'une équipe. Les soft skills sont super importants pour ça. Parfait. Donc, vous verrez, on avait noté aussi alternance apprentissage. On en parlera un peu plus tard. Enfin, c'est celle d'après, de toute façon. C'est pour ça qu'on n'en a pas, on n'en a pas parlé. Enfin, moi, je rejoins ce que Jonathan et Aymeric ont dit. C'est voilà, aujourd'hui, il faut vraiment se démarquer on a de la chance aujourd'hui d'avoir sur le bassin rennais un bassin qui est assez dynamique et donc avec des événements qui sont quand même assez nombreux pour pouvoir rencontrer des entreprises. Il y a des choses qui sont faites régulièrement sur différents moments de l'année aussi. Et donc, c'est important d'y aller, même si on se dit, ah bah oui, mais cette entreprise, je l'ai déjà rencontrée, c'est une perte de temps et tout. Bah non, parce que de se dire, cette personne, elle est revenue des fois, et puis à un instant T, l'entreprise, elle n'avait peut-être pas besoin de votre profil. Donc, le CV, il n'est pas forcément gardé. Et puis, à l'autre instant, il y a le profil, il est recherché. Donc, il ne faut surtout pas hésiter parce que vu que ça bouge souvent, les besoins aussi évoluent beaucoup. Donc, voilà, il y a par exemple en janvier, l'entreprise n'avait peut-être pas besoin de tel poste, mais en avril, le poste, il a été créé. Donc, oui, on en a besoin ou le projet a été gagné. Donc, il faut derrière une personne pour occuper le poste. Donc, il faut vraiment aussi de la veille aussi sur notamment LinkedIn. N'hésitez pas à suivre les pages d'entreprises qui vous intéressent, qui peuvent en tout cas potentiellement vous intéresser dans votre recherche parce que beaucoup publient leurs besoins, donc que ce soit de l'alternance, que ce soit sur des besoins en CDI et puis même des fois des choses qui vont arriver, donc vous pouvez aussi anticiper. Surtout, n'hésitez pas, ou même des fois, il y a des entreprises qui font des événements par rapport, par exemple, sur le mois de la femme, par exemple. Il y a eu des entreprises qui ont fait des portes ouvertes, des soirées, des choses comme ça. Il faut aller sur ce type d'événement, mais vous pouvez le savoir quand les suivants via LinkedIn. Et n'hésitez pas aussi, par exemple, notamment si vous êtes sur un projet et que vous souhaitez échanger avec des personnes qui travaillent dans le domaine, LinkedIn, c'est un bon moyen de prendre contact avec des salariés qui travaillent dans le domaine qui vous intéresse. N'hésitez pas à les contacter en disant, voilà, moi j'aimerais bien échanger avec vous sur votre métier. Est-ce que vous auriez une disponibilité ? Au pire, ils ne vous répondent pas. Et au mieux, vous pouvez déjà commencer à créer un lien avec des personnes qui sont déjà en poste et qui peuvent aussi vous donner des bons conseils et même vous donner des informations sur les opportunités à venir dans leur entreprise. Parce que souvent aussi, il ne faut pas oublier que les entreprises, avant de déposer des offres sur les différentes plateformes ou même de mettre des publications, elles vont déjà chercher en interne, demander en interne si elles ont leurs salariés ont déjà des profils à leur proposer. Donc, il ne faut pas
pas oublier ce côté-là aussi de créer votre réseau pour être au courant et puis qu'on puisse derrière vous coopter sur des futurs postes à venir. En fait, il faut pas forcément voir à très court terme, mais plus à court, voire moyen terme. Ça peut mettre un peu plus de temps qu'avant, où des fois, on a des personnes qui sortaient à peine de formation, elles étaient embauchées. Aujourd'hui, on n'est plus forcément dans cette dynamique. Donc, ça veut dire que on revient peut-être sur des postes où il faut derrière avoir anticipé peut-être déjà sa recherche d'emploi avant la fin de la formation et aussi être dynamique et se dire peut-être que là, ce que je fais à l'instant T, ça va pas avoir d'impact ou ça va peut-être me prendre un peu de temps, mais ça va porter ses fruits plus tard. Et ça, il faut vraiment pas le négliger aussi. Et donc, pour finir, hop, alors. L'alternance. C'est ça, ça fait la transition. Voilà, je te laisse la parole. Ça fait la transition, c'est très bien, merci Aurélie. Et effectivement, et ça va même aller en transition et en réponse, je pense, avec des questions que je vois un peu passer sur comment on peut se différencier concrètement, parce qu'aujourd'hui, ça peut être compliqué, on l'entend tout à fait, de faire de la reconversion, d'arriver sur un secteur où on n'a pas forcément d'expérience. Il faut bien commencer quelque part. Eh bien, l'alternance, ça peut être une solution. Ça peut être une solution. On voit bien, alors sur le graphique qui est présenté, que ce soit prestataire ou entreprise utilisatrice, qu'on a de toute façon l'utilisation de l'alternance qui est faite de manière très très importante. Encore plus du coup à fin 2022, mais de manière générale, l'alternance, c'est un dispositif qui est très utilisé aujourd'hui par les entreprises. La valeur ajoutée, c'est qu'en fait, ça va aussi bien être positif pour l'entreprise que pour vous. L'entreprise, elle va se dire, je peux former quelqu'un à nos manières de fonctionner. C'est un peu une période d'essai rallongée si on veut. Et vous, à l'inverse, ça vous permet déjà d'acquérir des nouvelles compétences, d'intégrer les entreprises et du coup de travailler sur ce réseau professionnel qu'évoquait Aurélie juste avant. Et puis de statuer aussi sur des connaissances en se disant, j'ai quand même cette double casquette entre la partie pratique et la partie théorique. Donc, concrètement, c'est un gros élément positif de différenciation si vous faites de l'alternance parce que les entreprises vont l'utiliser. Et derrière, il y a aussi des chances que si ça se passe bien et que vous montrez que vous êtes motivé, on en revient sur les soft skills, encore une fois, concrètement, les entreprises peuvent vous proposer aussi un contrat à la fin de votre alternance. Donc, ça veut dire que on parlait tout à l'heure de CDI, d'un certain statut, des rémunérations, etc. Eh bien, tout ça, ça peut aller aussi dans une poursuite après l'alternance. Et effectivement, c'est tout un projet qui se monte. C'est une continuité en général, en fait. L'alternance, c'est un accès qui vous permet aussi bien de faire une poursuite d'études que tout simplement de faire de la reconversion. Il y a plein de portes d'entrée possibles. Les entreprises aujourd'hui savent l'utiliser, elles sont preneuses, et puis ça leur permet vraiment de vous donner aussi une vision peut-être un peu plus long terme en disant, voilà, je vous intègre sur 1 an, 2 ans de formation peut-être, et derrière, il y a de la place au sein des équipes. Vous, ça va vous permettre de connaître l'entreprise, de savoir comment l'entreprise fonctionne et aussi d'être plus à l'aise, aussi bien sur le domaine numérique d'une manière générale que dans l'entreprise avec les collègues et l'intégration qui va derrière. Sachant que les entreprises, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais chez nous, on est beaucoup sur des TPE, PME, même s'il y a des gros groupes, mais diversifiez vos recherches. N'hésitez pas à oser aussi aller voir une entreprise. C'est pas parce que l'entreprise n'a pas posté d'annonce qu'elle ne recherche pas forcément tout de suite. Aurélie, tu le disais, on demande en général aux salariés qui sont déjà en interne s'ils connaissent du monde. Les annonces qui paraissent, c'est vraiment la partie immergée de l'iceberg. Il y a énormément de postes qui sont à pourvoir, qui n'apparaissent même pas sur les job boards. Donc, allez-y. Et encore plus, si vous avez l'opportunité de le faire en alternance, ça permet d'avoir une intégration qui sera facilitée. Et ce que je voulais rajouter sur l'alternance, c'est que l'alternance dans le domaine du numérique, ça s'est effectivement beaucoup ouvert, alors en particulier pour les mêmes raisons que sur les chiffres qu'on a vus tout à l'heure avec le Covid, avec les turnovers. Mais aujourd'hui, alors nous, en particulier en Bretagne, on a 4 ou 5 formations qui sont dans le top 15 des formations qui sont représentées sur le territoire. Ça montre bien qu'il y a une vraie dynamique autour du numérique et que même si on a un marché qui s'est resserré,
on a du besoin, on a des formations, on a des écoles qui se mettent en face de ça et des entreprises qui sont en demande. Donc, il faut oser, il faut se donner les moyens. Et si vous êtes motivé, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Voilà, je ne sais pas si vous, Jonathan ou Aurélie, vous avez quelque chose à rajouter. Sur l'aspect alternance, juste pour compléter peut-être, mais c'est effectivement un moyen très, que je conseille beaucoup, moi, aux personnes qui veulent se reconvertir ou qui veulent se former tout simplement dans le numérique. C'est un moyen de monter en compétences progressive, donc en alliant donc la théorie et la pratique. Et ça permet aussi de gagner ces précieuses années d'expérience qui sont demandées très souvent dans les postes, les postes d'embauche. Donc quand on nous demande 3 ans d'expérience minimum, en fait, au final, quand on sort avec un bac+5 et 3 ans d'alternance, globalement, on a déjà ces 3 ans d'expérience quasiment. Donc c'est aussi un tremplin. Et puis on est confronté à une réalité, de l'entreprise. Donc c'est pas de l'expérience, c'est une vraie expérience finalement. C'est qui illustre les problèmes concrets qu'on aura à traiter dans sa vie professionnelle. Et je vous conseillerais, aujourd'hui, sur Rennes, on est, c'est une force et puis, ça peut être aussi un risque pour certains. On est sur une ville, qui est très étudiante. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont dans le numérique aujourd'hui, et qui vont sortir pour beaucoup en niveau bac+5, qui vont suivre une alternance et ou pas d'ailleurs, ça dépend des cursus. Mais je vous conseillerais, si vous voulez continuer dans ce domaine-là, d'aller le plus loin possible dans vos études. Donc de pas forcément vous arrêter à un bac, équivalent bac+2, on dit plus ça maintenant, mais bac+2 ou bac+3 et continuer jusqu'au master, pour donner du poids aussi à votre profil. Voilà pour moi. Jonathan. Donc pour nous, on a terminé le côté présentation parce que l'objectif aussi de ce webinaire, c'est de pouvoir répondre à vos questions. Donc j'ai vu tout au long de notre intervention, de nos interventions, qu'il y avait des questions qui commençaient à s'écrire dans le chat. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, mais on va laisser maintenant Karine faire la lecture. Alors, merci beaucoup à tous les trois en tout cas. Et puis, on va commencer finalement par les dernières questions, vu que pour vraiment faire l'accroche, on va dire, avec ce qu'on vient de dire, notamment au niveau de l'alternance. Donc, l'alternance, première question, permet-elle vraiment une montée en compétence dans le cas d'une entreprise non spécialisée de petite taille? Alors, qui voudrait répondre? Je peux donner un élément éventuellement. Alors oui et non. Voilà. Alors oui, parce qu'il y a cette alternance justement entre l'immersion dans l'entreprise et puis l'aspect plus théorique où on revient sur des bonnes pratiques, donc en école. Donc l'idée, c'est de pouvoir équilibrer les deux et puis d'avoir un regard un petit peu critique sur ce qui est fait en entreprise via les passages en école. Donc voilà, faut le prendre comme ça. Maintenant, le risque, c'est que en étant alternant, on n'a pas forcément énormément d'expérience, on se crée son expérience, et que s'il n'y a pas un accompagnement de qualité quand même dans l'entreprise, dans le contexte de l'entreprise, il peut y avoir, on peut capitaliser sur des compétences qui ne sont pas, qui sont pas reliées aux bonnes pratiques entre guillemets ou ce qu'on devrait faire correct, voilà, ce qu'on devrait faire réellement en entreprise. Donc c'est un petit peu le risque. Donc il faut toujours, là on en revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, sur la veille et sur l'aspect un petit peu pratique en autonomie à côté. Faut réussir à
apprendre ce qu'on a à apprendre côté école, réussir à apprendre ce qu'on a à apprendre côté entreprise, sur l'expérience professionnelle, et puis continuer à monter en compétences à côté sur de la veille, pour essayer de réduire les risques que je mentionnais tout à l'heure. Veille et puis pratique sur des petits projets perso à côté. En fait, on peut aussi supposer que c'est pas forcément aussi la taille de l'entreprise, c'est aussi le tutorat qui Oui, va être mis en place. c'est pas forcément lié à la L'importance taille. du tutorat et Oui. de la qualité du tutorat. Ouais, il peut y avoir des grosses entreprises qui n'accompagnent pas du tout, et donc le Ouais. problème sera le même dans ces cas-là. Et Émeric, est-ce que tu as quelque chose, spécialiste de l'alternance, n'est-ce pas? Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? En soi, on aura toujours une montée en compétences, hein, de par les discussions théoriques et pratiques. Après, c'est ce que je disais, effectivement, selon le besoin et l'objectif qu'on se fixe derrière, les missions peuvent être plus ou moins polyvalentes. Et ça, c'est des aspects qu'on peut valider dès le début, avant de signer le contrat en alternance. Ça fait partie des questions que vous pouvez poser aux entreprises aussi, de savoir quelles vont être les missions au quotidien. Est-ce qu'on est sur quelque chose de très polyvalent? Est-ce qu'on est sur quelque chose de très ciblé qui va directement dans le diplôme? Et en fonction de ça, on aura une montée en compétences qui sera plus ou moins large. Mais après, comme l'a dit Jonathan aussi tout à l'heure, il faut rester en veille, il faut savoir nourrir sa culture personnelle. Et c'est cette complémentarité en fait entre l'alternance, l'entreprise, l'école, et sa culture personnelle qui feront la montée en compétences globale. Voilà ma vision. Là, je vais reprendre une question un peu plus haut qui a été vraiment très, très soutenue, en tout cas par les différents publics. Alors, comment peut-on se démarquer et faire la différence lorsqu'on est en reconversion professionnelle et que l'on n'a aucune expérience dans le domaine lors de la recherche d'une alternance? Quand je vois les annonces, souvent les employeurs recherchent des personnes qui ont un minimum d'expérience. Alors, moi, je vais juste répondre un petit peu. On a parlé des soft skills et je pense que c'est vraiment un des outils justement à mettre en avant. C'est les soft skills que vous avez pu développer, les compétences transversales que vous avez pu développer lors de vos emplois précédents. Aujourd'hui, on sait très bien que le numérique, le travail en équipe, comme le disait Jonathan il y a quelques temps, c'est super important. Donc, si dans votre travail, vous avez pu mettre en avant des compétences de travail en équipe, c'est aussi à mettre en avant. Peut-être aussi des recherches de stage, mais je sais que c'est pas non plus si simple que ça, déjà, pour aussi valider son projet et puis mettre un premier pas dans l'entreprise. Est-ce que vous avez d'autres... Ouais, les soft skills, c'est primordial. Ça, faut les mettre en avant. Quand on est en reconversion, on a déjà une expérience en amont. Donc, on a déjà vécu des choses. Alors, le travail un petit peu faut défricher un petit peu tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a pu acquérir en termes de soft skills, pour pouvoir mettre l'accent sur celles qui sont intéressantes dans sur le poste sur lequel on postule. Mais on a plein d'acquis dont on n'a pas forcément toujours conscience. Et donc, il faut un petit travail sur soi-même pour bien identifier tout ça et être capable de les mettre en avant sur un CV et puis sur un entretien. Euh, L'autre point important, mais on y revient encore, hein, c'est l'aspect veille et l'aspect pratique. C'est pas parce qu'on n'a pas déjà une formation, on part de zéro, qu'on ne peut pas pratiquer. Il y a déjà des choses, hein, il y a des langages qui sont très très simples, du HTML ou très très accessible, hein, du JavaScript par exemple, qui vont permettre à son rythme de faire des choses. Et donc montrer que même avec zéro formation, on arrive à faire des choses, ça démontre déjà une volonté de faire, une certaine passion, une certaine envie de s'investir. Ça démontre du coup des soft skills aussi. Et ça, c'est des choses aussi à mettre en avant. La veille, que ce soit pour une alternance, pour une première expérience, pour à n'importe quel moment de notre vie de développeur ou dans un métier du numérique, c'est quelque chose sur lequel on nous questionnera. Donc, faut prendre l'habitude d'en faire, et puis de réussir à mettre, à le mettre en avant à travers un petit discours. Et justement, par rapport à la veille, quelles sont vos méthodes pour mettre une bonne veille en place?
pour moi, moi personnellement, c'est la pratique. Quand on a déjà dans un environnement professionnel, on a déjà un projet, c'est beaucoup plus simple parce qu'on est confronté à des problématiques. Donc, on va essayer de trouver des solutions à ces problématiques-là en faisant notre veille. Quand on n'a pas déjà cet environnement, il faut réussir à se le créer. Et donc là, c'est ce que j'appelle des projets perso, qui ne sont pas forcément des projets perso d'ailleurs, hein. Ça peut être le projet d'un ami, d'un parent, de son projet à soi, peu importe, ou un projet totalement bidon, mais qui répond à une problématique qu'on s'est fixée. Et donc, à travers ça, on va se confronter à des problématiques. Et ces problèmes, il va falloir les résoudre. Et donc, c'est par cette veille qu'on va réussir à trouver ces solutions-là. Donc voilà, peu importe, il faut réussir à se créer de l'expérience. Ce qu'il ne faut pas oublier, moi ce que je dis toujours, c'est que le numérique, travailler n'importe quel métier dans le numérique, c'est vraiment un métier passion. C'est-à-dire qu'il y a des métiers où on peut le faire sans être passionné, ça peut se faire sans problème. Mais si vous n'êtes pas un minimum passionné par ce que vous faites, la veille, elle sera difficile aussi à faire. Même notamment par exemple dans les métiers du digital, si vous n'êtes pas au courant de la dernière plateforme d'échange ou les différentes choses qui arrivent pour se démarquer des autres concurrents sur Internet, vous allez vite entre guillemets larguer, et donc l'entreprise pour laquelle vous allez travailler, qui va vous demander qu'elle soit la plus visible sur Internet, vous allez vite vous retrouver dans la panade, quoi. Donc en fait, que ce soit sur de l'informatique ou du digital, c'est de la passion. Donc quand on est passionné, on n'attend pas forcément. Ça revient un peu à une question que j'ai vue tout à l'heure, qui disait, je me permets Karine, ce n'est pas normalement le rôle de l'entreprise de permettre la mise à jour des connaissances avec du temps de travail consacré, ou par des formations. Oui, il y aura des formations, oui, il y aura du temps consacré, mais en fait, l'informatique, le numérique évolue tellement vite que l'entreprise, elle ne va pas passer son temps à vous former, c'est pas possible. Et donc, c'est aussi à vous d'aller chercher les informations. Et c'est pour ça que j'insiste vraiment sur, si vous n'êtes pas passionné, si c'est juste un boulot alimentaire, en fait, il ne faut pas aller dans ce domaine-là, parce que vous n'y arriverez pas. Parce que si ce n'est pas votre souhait de vous tenir au courant régulièrement de ce qui se passe et d'avoir une veille très poussée, c'est pas, le numérique, c'est pas fait pour vous. Et là, dans n'importe quel métier du numérique, vous retrouverez cette veille qui est obligatoire. Et moi, aujourd'hui, je ne connais pas une seule personne qui travaille dans le numérique qui passe pas même des fois du temps perso à regarder ce qui se fait à côté. Donc vraiment, il ne faut pas compter que sur les formations que l'entreprise peut vous vous fournir. Il faut vraiment être autonome et c'est pour ça qu'aussi les entreprises dans les soft skills recherchent de l'autonomie, parce que même quand vous êtes bloqué sur quelque chose, l'objectif c'est pas d'attendre la prochaine formation sur le nouveau langage qui vient de sortir ou la nouvelle application, parce qu'en fait entre le moment où la formation va arriver et l'instant T, vous êtes obligé d'avancer. Donc, il va falloir aller chercher les informations vous-même. Donc, voilà, il y a de l'autonomie et de la curiosité. C'est vraiment deux choses aussi qui sont très recherchées par les entreprises. Et n'hésitez pas aussi, quand vous serez salarié ou en tant que salarié, à solliciter Transition Pro, qui peut vous accompagner dans votre évolution professionnelle. Alors, je vais repartir sur la fin. Tac, tac, tac. Voilà. Je développe depuis plusieurs années un robot, mais si je comprends en quoi c'est une veille active, acquisition de nombreuses compétences, mais je reste larguée par le vocabulaire utilisé dans le monde professionnel. Idée de support. Alors, d'acquérir la culture numérique, les moyens. Alors, il y a des MOOC, en effet. Enfin, j'ai vu ça un peu plus... je vous conseille d'aller vraiment sur les MOOC. C'est un bon moyen de mieux comprendre tout ce vocabulaire. Je parle en connaissance de cause, parce que je suis allée un petit peu avant
de coordonner le printemps du numérique, parce que je ne suis pas une spécialiste du numérique, mais il fallait que je communique avec des spécialistes du numérique. Donc, n'hésitez pas à aller sur les MOOC. Il y a des MOOC qui sont gratuits. Il y a FunMOOC. Je crois que c'est celui-là que j'utilise, hein, FunMOOC. L'anglais est-il toujours important dans les métiers du numérique? Ouais, tu vois. les... un peu, voilà. On va Ouais, faire. un peu quand même. Enfin, un peu dans le sens où généralement la documentation des différents outils qu'on va utiliser est très souvent en anglais. Après, enfin, je vais pas dire que c'est une obligation d'être bilingue et de savoir parler couramment. Enfin, personnellement, ça m'est arrivé très rarement de devoir communiquer en anglais à l'oral. Par contre, devoir lire de l'anglais, c'est quasiment quotidien. Voilà, il faut un bon traducteur. Quelle plateforme gratuite conseillez-vous pour commencer à apprendre et réaliser des projets perso? Exemple sur la programmation. Alors, demain, il y a le Safari des métiers où il y a plusieurs ateliers métiers. Mais je pense qu'ils sont tous complets aujourd'hui. Je ne sais pas. Je ne sais pas si vous avez eu des. Je ne sais pas. Vous pouvez toujours aller sur le site du Safari des métiers. Mais en tout cas, pour les fameuses rencontres avec des professionnels, alors là, c'est le moment idéal, hein, demain. Vous allez pouvoir voir en vrai Jonathan, normalement. Non, pas demain. Ah, pas demain. Tu ne seras Non, pas au Safari des métiers, mais pas non. tes collègues? Alors, mes collègues, non. J'ai des personnes qui sont en formation qui seront demain. D'accord. Donc, vous Je pouvez puisse se crier mon nom et représenter. ceux qui se retournent, c'est ceux qui me connaissent. D'accord. Il y aura Aurélie, hein, de toute façon, voilà, qui sera présente. Oui, et puis Emeric peut-être aussi, ou tes collègues en tout cas. Je serai présent également. Voilà, tac, tac, tac. Vous avez pour des formations aussi gratuites, vous pouvez passer par. Alors, je fais une petite pub pour un partenaire du Printemps du numérique, hein, qui est Google Atelier, qui propose quelques formations qui peuvent être intéressantes. Je remonte les questions. Quel est le top 15 national des formations dans le domaine du numérique auquel a fait référence M. Blanconnier? Parmi ces 15 formations, quelles sont celles dispensées sur l'île-et-Vilaine? Alors, Alors, Émeric, j'ai pas un top 15 des formations dans le numérique, en fait, c'était pas dans ce sens-là. On a un top 15 formations là dont j'ai eu en Bretagne. Et dans ce top 15, on a le concepteur développeur d'applications qui ressort. On a le master informatique. On a également expert en système informatique et le BUT informatique qui, en fait, sont arrivés dans le top 15 de nos formations sur la Bretagne, ce qui n'était pas le cas avant. On avait plutôt des formations de type commercial ou sur d'autres domaines, mais là, ces formations-là sont arrivées dans notre top 15. Donc, je répète, mes concepteurs développeurs d'applications, master informatique, expert en système informatique et BUT informatique. Après, chaque école propose des spécialités, enfin des spécialisations, pardon. C'est plus qu'on part d'un tronc commun de manière générale, et plus on va avancer dans les études, comme l'a dit Jonathan tout à l'heure, mais plus on va avancer, plus effectivement on va être sur des choses qui vont être pointues et ciblées. alors, demain, au Safari des métiers, vous pourrez aussi rencontrer de nombreux centres de formation, hein, qui seront présents. Même si vous n'êtes pas inscrit, vous pouvez y aller, hein, c'est un forum donc, qui est ouvert. Et autrement, vous avez le greffe qui permet aussi de retrouver les formations. Alors, je ne sais pas, c'est pas toujours très évident, mais en tout cas, c'est au niveau du greffe que ça va être normalement bien détaillé. Et ça va répondre à la question notamment où pourrait-on trouver l'ensemble des POI, POC ouvertes aux candidatures. Donc côté POC, c'est sur le Greffe Bretagne que vous allez retrouver ces formations parce qu'elles sont automatiquement enregistrées pour que vous puissiez y accéder. Et côté POEI,
Donc là, vu que c'est des entreprises qui embauchent en direct, les entreprises sont obligées de créer une offre d'emploi pour pouvoir faire une POI. Donc là, vous les retrouvez directement sur le site de France Travail et vous pouvez faire un filtre sur type de contrat POI et donc vous les retrouvez tout à ce moment-là. Voilà, j'en profitais que tu parlais du grec. Très bien, comme ça. Je suis intéressée par une reconversion au métier de UX, UI design. Aurélie, est-ce que c'est un métier porteur sur le bassin rennais? Excusez-moi. Alors après, sur ce type de métier, c'est pas forcément un métier qui va être, on va dire, en difficulté de recrutement aujourd'hui. Alors après, Jonathan me dira s'il est d'accord avec moi. Mais voilà, après, sur ce type de métier, il va y avoir des opportunités, mais on va avoir quand même, quand même pas mal de personnes déjà formées sur le marché qui vont rechercher ce type de métier. Aujourd'hui, si vous voulez vraiment aller sur ce métier, c'est d'aller par exemple sur des plus grosses villes comme Paris où là vous aurez des besoins qui seront pas forcément comblés par les candidatures qui vont venir, mais en tout cas sur Rennes, c'est pas aujourd'hui le métier qui a le plus de mal à recruter. Ouais, faut faire attention quand même à l'UX UI. C'est un métier qui est assez mal compris aujourd'hui. Donc, si vous vous formez à ce domaine-là, attendez-vous à ce qu'on ne vous demande pas ce que vous attendiez à faire. Et puis après, ça va être beaucoup expliquer beaucoup ce que vous pouvez apporter. Donc, c'est beaucoup d'énergie à dépenser là-dessus. Ce qu'on voit quand même, ce que je ressens aujourd'hui, c'est qu'il y a moins de demandes, en tout cas en début 2024, au niveau des missions, donc au niveau je pense des recrutements aussi. C'est un métier qui est passionnant et qui pour moi est stratégique dans le développement des produits. Donc je suis pas trop inquiet sur le long terme, mais voilà, sur le court terme, attention. Sur Rennes. En termes de cybersécurité, est-ce que le marché est plus dynamique? Alors, je crois que sur Rennes, c'est un peu le fer de lance de Rennes, la cybersécurité. Oui, là, Rennes est en train de devenir un peu, on appelle ça la cyberplace. Donc, on a de plus en plus d'entreprises qui arrivent, voilà, notamment, comment dire, alors c'est l'agence nationale, l'ANSSI, alors j'ai plus le terme précis de ce que, enfin, des termes de l'ANSSI, mais elle a choisi quand même de venir sur Rennes pour mettre une de ses antennes par rapport à la cybersécurité. Donc oui, c'est dynamique. Après, attention, dans le sens où aujourd'hui, les entreprises qui recherchent sont sur des profils assez avec des diplômes assez élevés, moins sur du bac plus 5, même si c'est en train de changer, où on est en train de faire comprendre aux entreprises que sur certains métiers, on peut aller sur des niveaux un peu plus bas que sur du bac plus 5, voire plus ici affinité, que ce qu'elles demandent. Mais voilà, mais en tout cas, c'est dynamique et ça va l'être encore dans les prochaines années à venir. Et on se rend compte notamment que sur la cybersécurité, ça se développe aussi de plus en plus côté formation et donc avec de l'alternance qui arrive aussi en force sur le bassin rennais. Une question sur les opportunités d'emploi dans le domaine du numérique en santé sur le bassin rennais. Alors moi, en tout cas, de mon côté, ce que je peux vous dire, c'est que Rennes Métropole travaille sur cette question-là, le numérique et la santé. Est-ce que vous avez d'autres pistes, Aurélie, Jonathan, Aymeric, peut-être aussi au niveau de l'alternance?
Pas trop. Je sais qu'il y a des choses qui se font. Maintenant, je suis pas capable de dire le volume, mais Mm. Après, n'hésitez pas aussi à aller sur le site, je vais vous mettre le lien, du Pool, notamment, qui aujourd'hui met des offres, enfin, où il y a des offres de start-up. Et je sais qu'il y en a sur la santé, enfin, qui sont spécialisés dans la santé. Je vais vous mettre le lien dans le chat. Alors, peut-être que là, à l'instant T, il n'y aura pas d'offre dans ce que vous recherchez, mais par contre, ça peut être intéressant de jeter un œil régulièrement parce que c'est mis à jour régulièrement et ils y mettent aussi tout ce qui est les recrutements en alternance donc je sais qu'il y a des entreprises notamment dans la santé. Après, voilà, j'ai pas plus d'informations de ce côté-là. Toujours sur le domaine de la santé, je me forme actuellement à l'UX design. Je souhaite travailler dans les métiers de la création, amélioration de produits numériques en santé, en tant qu'ancien aide-soignant et qualiticienne en sanitaire. Ma formation peut-elle me donner des opportunités dans les métiers du test? UX et test, c'est assez différent. Donc, enfin, je dis pas qu'il n'y a pas de passerelle, mais ouais, en soi, enfin, une passerelle directe comme ça entre l'UX design et le test logiciel, j'en vois pas directement. Sans une petite formation, ou en tout cas se plonger un peu dans la théorie du test logiciel en amont. Ok. C'est pas extrêmement complexe, hein, enfin, de bien comprendre les principes, mais enfin, il y a quand même un petit investissement à faire. En tout cas, je trouve que c'est vraiment très pertinent d'utiliser son expérience initiale dans le domaine de la santé pour pouvoir réutiliser dans les métiers du numérique sur Oui, cette thématique. pour le coup, là, oui, c'est Et en tout à fait effet, pertinent. d'avoir ce regard, ça peut vraiment aider beaucoup. Oui. Euh, alors ça, c'est une question qui revient, je pense qu'à partir de ce que tu as dit, Aurélie, par rapport au départ de nombreux salariés suite au Covid. Ouais. Alors, oui, à un moment donné, on a dit qu'ils sont partis. Ben, ils ne sont pas Oui. tous décédés du Covid. Euh, oui, donc, les places se sont libérées. Non, c'est aussi parce que, comme tous les métiers, hein, tous les métiers ont été impactés par le Covid, non pas parce qu'il y a eu des problèmes de santé, mais c'est parce qu'il y a eu des questionnements sur les parcours de vie, sur les reconversions. Donc, il y en a qui se sont reconvertis dans le numérique, mais d'autres qui ont quitté le numérique parce qu'ils ont préféré devenir agriculteurs, par exemple. Je donne cet exemple-là parce que je le connais. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment le numérique, les métiers du numérique subissent les mêmes mouvements, en fait, que tous les métiers. Hein. Voilà. Alors, je pense que je vais revenir tout à la fin. Alors, j'ai plus de 40 ans et je souhaite devenir infographiste et web designer. Je fais une reconversion professionnelle et j'ai une RQTH. Lors de ma recherche d'alternance, dois-je préciser pour ma RQTH? Et je voulais savoir si mon âge pouvait être un frein par rapport à des jeunes avec de l'expérience. Je peux prendre la question peut-être. Sur le fait de parler d'une RQTH, alors sur le principe, c'est votre choix. Vous n'êtes pas dans l'obligation de le faire, mais ça peut être quelque chose d'important parce que ça vous permet d'avoir du financement, une adaptation potentiellement également de votre poste de travail, de la formation. Après, c'est à vous de peser le pour et le contre, mais en tout cas, ça peut vous apporter que du positif sur la notion de RQTH, sur le fait d'en parler. Et après, sur la partie âge, l'âge n'est qu'un chiffre, on va dire ça comme ça. Ce qui est important derrière, c'est comment vous allez défendre votre profil. Et on en revient à tout ce qu'on disait tout à l'heure, mais les soft skills, quelle est votre expérience? Peut-être que oui, vous n'avez pas d'expérience directement dans le domaine du numérique, mais si vous avez 40 ans, vous avez forcément une expérience professionnelle de manière générale. Donc, utilisez ce que vous avez fait. Et au contraire, justement, les entreprises aujourd'hui sont
très intéressés par des personnes qui font de la reconversion, parce que des juniors, on l'a dit, il y a eu une grosse intégration de juniors en 2021, 2022, et aujourd'hui, d'avoir des personnes qui peut-être ont moins d'expérience technique sur le domaine du numérique, mais qui par contre savent staffer une équipe, qui savent s'intégrer directement, ça pour les entreprises, c'est une aubaine. Donc non, il faut juste savoir utiliser ces leviers-là, mais c'est pas forcément qu'un frein. Ouais, et puis quand on a plus de 40 ans aussi, il faut montrer à la fois qu'on peut être stable, donc montrer que c'est une possibilité de rester sur du long terme dans l'entreprise, mais aussi sa capacité à se former justement tout le long de la vie. Je pense que des profils en reconversion, c'est des profils aussi qui montrent leur dynamisme, qui sont pas, ils ont eu envie de changement, donc il faut vraiment mettre ça en avant. C'est votre jeunesse en fait, ça. C'est le côté soif d'apprendre. Et il faut toujours que ce soit actif et aussi la capacité à se remettre en question. Parce que les employeurs, des fois, ils ont peur des cadras ou des quinquas parce que ils se disent ouais, ils vont pas se remettre en question. Donc là, il faut montrer ces qualités-là. Capacité de formation, de se remettre en question, de travailler en équipe, de travailler avec des plus jeunes aussi. C'est montrer que ça ne vous fait pas peur, que même d'avoir une hiérarchie plus jeune ne vous pose pas de problème. Voilà, c'est tout ça qu'il faut montrer. Et ce ne sera pas un frein. Le frein, c'est d'abord dans votre tête. Euh, oui, là, c'est une question très... Enfin, c'est une réponse aussi très, très réaliste, très concrète. On coûte un peu plus cher quand on est plus vieux, au niveau de l'alternance. Euh, Quel développement, quels acteurs pour la vulgarisation numérique? Robotique de loisirs. J'ai repéré peu d'acteurs en Bretagne et j'ai l'impression que les Fab Labs sont passés de mode. Et c'est un domaine qui m'intéresse. Alors, les Fab Labs ne sont pas passés de mode, hein. Il y en a vraiment, en tout cas sur Rennes, il y en a un peu partout, dans tous les Il y a quartiers. le réseau LabFab de Rennes Métropole. Mm. Je pense qu'il y a de l'activité dans ces réseaux-là. Après, j'ai moi personnellement moins de recul sur ce qui se fait, sur le volume, sur le nombre de projets, etc. Par contre, ça répond à énormément de problématiques qui sont actuelles. Donc, je suis plutôt confiant sur l'avenir de ces endroits. Alors, par rapport à cette thématique, je pense que ça pourrait peut-être vous intéresser le jeudi 23. On a une journée spéciale, le numérique même pas peur. Donc, notamment l'après-midi à Villejean, il y a donc des ateliers sur les expériences numériques. Ça vous permettra de rencontrer des professionnels de la médiation numérique. Donc, on est là aussi vers vraiment l'acculturation numérique. Euh, Avec, oh là, ça, ça arrive. Avec le développement de l'IA, pensez-vous qu'il y aura une diminution des embauches de développeurs? C'est une très bonne question. Pour moi, il faut distinguer deux choses, mais ça va faire écho à des choses qu'on a déjà dit précédemment. C'est qu'il y a le bon développeur qui développe et il y a le mauvais développeur qui développe. La distinction entre les deux, c'est que le bon développeur est capable de se poser des questions et de remettre en question justement ce qu'on lui demande de faire et puis de savoir si c'est pertinent ou pas. Et donc lui n'a, je pense, pas grand-chose à craindre du développement des IA. Quand je dis développement des IA, c'est une IA qui développe à la place d'eux. Pour un développeur qui développe mais sans faire de veille, sans vraiment s'intéresser à ce qu'il fait, là c'est peut-être un petit peu plus compliqué, je dirais à moyen long terme. Maintenant les IA, comme beaucoup de choses, hein, ça reste des outils et il faut les prendre comme des outils, c'est-à-dire des choses qui permettent d'avancer plus vite et plus efficacement. Donc, ça sera probablement un enjeu dans les années à venir, hein, c'est comment on utilise ces IA pour devenir de meilleurs développeurs ou avancer plus rapidement, produire plus de valeur plus facilement. Je pense que l'enjeu il est plus là que
qu'une diminution des embauches ou une réduction du nombre de développeurs. Comme dans beaucoup de domaines d'ailleurs, hein, pas forcément développeurs. Alors, si vous êtes intéressé par tout ce qui est IA, je vous invite à retourner sur le programme du Printemps du numérique. Si vous n'êtes pas déjà inscrit, il y a de nombreux ateliers sur l'IA. Quelle formation pour travailler dans le test? Alors, je sais qu'il existe aujourd'hui des formations sur le test auprès de l'ENI et de l'EFTL. Je crois que le FTL n'en fait plus. Oui, je crois qu'aujourd'hui, c'est le NI qui. C'est le NI qui a repris ouais. parce que, bon, d'accord, ils mettent en avant encore quand même qu'ils font des tests, mais peut-être pas. Alors, par rapport au Safari des métiers, alors je suis désolée, c'est pas moi qui organise le Safari des métiers pour demain, là, le forum, donc je ne sais pas trop les modalités, mais en effet, en tout cas, il fallait une préinscription sur le site internet du Safari des métiers. Et après, peut-être qu'en effet, c'est sur place où vous pouvez vous inscrire aux différents ateliers. Je regarde, je pense que j'ai un peu vu toutes les questions. Et une dernière question qui vient d'arriver. Auriez-vous des projections des embauches annoncées pour 2024 ? Alors, en termes de chiffres, pas forcément. Après, en échangeant avec les entreprises, on se rend compte que début 2024, alors après, je laisserai Jonathan et Aymeric renchérir derrière, mais voilà, il y a une baisse par rapport à ce qu'on peut connaître. Beaucoup d'entreprises nous disent que ça va, 2024 sera peut-être un peu une année un peu plus calme et s'attendent plutôt à un rebond fin 2024, début 2025. Non, voilà, après, c'est ce que les entreprises nous disent, mais on n'a pas forcément les projections des embauches. Après, je laisse Jonathan et Aymeric s'ils ont des choses à rajouter de leur côté. C'est difficile d'avoir une vision très claire de 2024. Je pense que oui, c'est à peu près ce qui se projette. Là, on voit qu'il y a un frein, un ralentissement plutôt. Ça ne veut pas dire que ça recrute pas. Ça veut peut-être juste dire que ce sont d'autres structures qui recrutent comparé à celles qui recrutaient précédemment, qui étaient très actives, très visibles. Et puis, pareil, on en revient à ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est faut aller chercher aussi du côté des acteurs qui sont moins visibles, moins identifiés, pour aller chercher là où il y a vraiment des besoins, et parfois qui sont tout simplement pas accompagnés d'une offre, d'une offre visible sur Internet aussi. Donc, parfois les entreprises ont un besoin, mais ne le formalisent pas ou l'ont pas encore fait. Donc ça fait partie aussi de la recherche qu'on peut faire, aller chercher ou dénicher l'opportunité. Et je pense que c'est aussi, quand on est en reconversion, il y a aussi ça qui peut être intéressant. C'est quand on a un petit niveau de base, mais qu'on a aussi son expérience, sa maturité à faire valoir, ça peut aussi potentiellement rassurer, je pense, certaines personnes, certaines entreprises qui cherchent à développer leurs équipes. Mais oui, très compliqué, je trouve, à répondre. Ok, je pense que nous allons pouvoir conclure. J'espère avoir un peu retraduit toutes les questions qui ont été posées, qu'il n'y a pas trop de frustration. Sinon, cet après-midi, pour rappel, à 15h30, nous avons donc un deuxième web intro sur notre deuxième grand axe du printemps du numérique, c'est-à-dire les transitions numériques. Et là, c'est pas de transition numérique sans accompagnement. N'hésitez pas à vous inscrire, ça va vraiment être très intéressant aussi avec les partenaires qui seront présents. Je vous invite aussi, s'il vous plaît, à répondre au questionnaire de satisfaction
dont je vous mets le lien tout de suite. Et puis évidemment, n'hésitez pas, vous pouvez vous inscrire aux ateliers. Vous n'êtes pas encore inscrit sur le printemps du numérique. Il y en a encore, surtout les webinaires en fait. Évidemment, il n'y a pas de jauge pour les webinaires. Donc voilà. Et puis normalement, on se retrouve demain. Je serai présente aussi au Safari des métiers. Pour ceux qui ont des problèmes d'inscription, n'hésitez pas, vous pouvez passer me voir. Mais par contre, pour tout ce qui est questions sur le numérique, ce sera les autres partenaires parce que, comme je vous ai dit, moi, je ne suis pas une spécialiste. Par contre, WeCare sera présent. Donc, WeCare, c'est l'autre partie aussi qui accompagne les 16-25 ans, donc avec Mélisse Levervier qui doit être partie des spectatrices. Et je voulais aussi conclure en disant que si vous avez besoin de travailler sur votre projet professionnel, vous pouvez aussi aller à l'exploratoire. Donc, l'exploratoire qui dépend aussi de WeCare. Donc, place Charles de Gaulle, l'exploratoire, qui peut vous permettre à la fois de faire vos recherches individuelles, mais il y a aussi pas mal d'ateliers qui pourront vous intéresser, et notamment sur le numérique. Merci à toutes et à tous pour vos interventions déjà, Jonathan, Aurélie et Émeric. Merci pour vos questions. C'était vraiment très intéressant d'approfondir le sujet avec vous. Et puis cet après-midi pour peut-être certains d'entre vous. À bientôt. Et puis à demain, après-demain et après-après-demain, etc. Au revoir. Bonne journée, Merci au à revoir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.